Nope, nope, nope. Je suis comme une folle. Bonjour à tous. C'est pas du tout menaçant comment je commence ça. J'espère que vous allez bien. Donc dans ce colis se trouve, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, la nouvelle collection de Caro from Woodland. Voilà, enfin, je crois que chaque année je suis complètement émotive et tout ce que vous voulez quand je déballe ça, mais je pense que cette année je le suis limite encore plus parce que Caro quoi. Caro et Gilmore Girls, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc si vous me suivez sur Instagram, si vous suivez Caro sur Instagram, vous ne l'avez bien sûr pas loupé, mais sa nouvelle collection automnale est sortie. Rien que comme ça là, j'en peux déjà plus. Pas possible. Alors cette année quand même, on est sur une petite thématique, une grosse thématique Gilmore Girls, hein, que j'affectionne particulièrement, vous le savez. Le marque-page Autumn Festival de Stars Hollow est incroyable. Incroyable. Ah ma chère Margot, voici de quoi t'accompagner dans ton automne cosy. J'espère que ça te plaira, Caro. Évidemment que ça va me plaire, Caro. Tu n'imagines même pas. Regardez comment c'est trop mimes quoi, la carte. Oh mais il y a 2 affiches. Alors j'avais été spoilée de celle-ci, évidemment, comme beaucoup d'entre vous sur le compte Insta de Caro. Mais regardez, je savais pas qu'il y avait celle-là aussi. Elles sont trop belles, elles sont grandes. C'est du A3, A4 quand même. Donc vraiment hyper cool, elles sont magnifiques. Oh, j'adore. Les petites planches d'autocollants. C'est trop beau, j'adore. Waouh, alors rien que les illustrations déjà, le marque-page et tout, les affiches. J'adore, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, il faut couper l'emballage, madame, par vos doigts. Donc, automne cosy. Ok, j'ai envie de la manger. Pour moi, ça sent, je dirais qu'il y a une sorte de caramel spéculoos. Doit y avoir de la pumpkin spice, un truc du style. Et franchement, c'est incroyable. L'odeur est dingue. Je vais tout de suite la poser là, tu vois, là, sur mon petit rondin de bois qui me tient compagnie juste ici, là. Et alors? Oh, il est trop beau, lui! Il n'était pas avec les autres. Tu t'en sors? Tu t'en sors? Ouais. Et comme vous le savez pas donc, la maman raffole des décorations. Ah, ce moment quoi. Et comme vous le savez, moi aussi je t'aime. Il y avait encore ce magnifique petit bloc-notes aux couleurs de Stars Hollow et de Luxe Café, tout ça. J'adore parce que celui de l'année dernière, il me semble, il n'était pas ligné. C'était un tout blanc et que j'utilise très régulièrement. Et là, celui-là, j'aime bien parce qu'il a des lignes. Donc pour faire des listes de courses typiquement ou autre, c'est quand même plus pratique ça. Mais j'aime les deux. Ce qui est bien, c'est que les deux seront différents et complémentaires l'un de l'autre. Le petit pumpkin chai de chez Thé Héritage, avec qui Caro collabore très régulièrement. Et maintenant, je ne suis pas prête. Vous n'êtes pas prêts non plus. Il est encore plus beau en vrai. Franchement, il est encore plus beau en vrai. Cette tasse a le même format que celle de l'année dernière, mais c'est un design que Caro avait déjà réalisé sur une tasse en émail qui avait été très vite sold out et qu'elle n'avait pas ressorti. Donc comme elle a manqué à beaucoup de gens, dont moi, elle avait décidé de la refaire sous ce format-là cette année. Ce que j'ai trouvé être une excellente idée pour tous les gens qui ne l'avaient pas eu la première fois. Mais ça c'est une exclue quoi. Je me sens terriblement honorée quand même. C'est le mug d'Halloween. Everything is better with a little magic. Avec son fameux petit chapeau de sorcière. Vincent va me tuer d'avoir encore plus de tasses, mais je vais lui dire, c'est pas ma faute, c'est Caro. Ils sont splendides. Franchement, je suis amoureuse de tout. Bah voilà, encore une fois, terriblement conquise et ravie. Et très heureuse encore une fois pour Caro que sa boutique et ses illustrations et ses réseaux et autres fonctionnent aussi bien. Parce que c'est très bien. Je trouve ça génial qu'elle puisse faire ça dans sa vie et s'être donné cette opportunité et cette chance et ce travail. Et voilà, Caro, encore une fois, un grand merci déjà pour tout ça et bravo à toi pour ce que tu fais. Tu peux être
très très fière de toi. Ça va un peu mieux. On est d'accord pour dire que c'est très chiant d'être malade. Hein. Qui? C'est genre, pick me, moi j'aime être malade. Non, pas du tout. Ça n'existe pas des gens comme ça. Dites-moi que ça n'existe pas. Mais je commence à donner le tour. Alors, oh, regardez qui c'est qui est resté là toute la nuit. Ma petite théière, enfin la théière du bureau. Tu sais que je suis malade quand je fais que boire ça et ça. Ça, c'est... Je déteste ce genre de tisane, mais c'est genre trop la vie quand t'es malade. Tu sais, ça te pulse de tout. C'est ça. Tu vois, c'est au citron et au gingembre. Soit deux choses que j'aime pas spécialement, mais avec un peu de miel, ça passe. Donc je tâche de toujours avoir cette boîte ici au bureau parce que j'en bois toute la journée. Et n'empêche que ça fait plutôt bien effet. Santé! Et c'est cool, j'ai pris ma caméra et tout, en me disant genre ouais je vais filmer un peu aujourd'hui au bureau et tout. Et je vois qu'elle clignote, j'ai plus de batterie. Est-ce que tu crois que j'ai pris un chargeur? Non. Est-ce que tu crois que j'ai pris une batterie de secours? Non. Est-ce qu'on voit mes chaussettes en pilou dans le fond? Oui. Bienvenue dans mon bureau. Donc à ma place, il y a des chaussettes en pilou, une théière et la base quoi, voilà. Et j'ai pris de la pumpkin pie pour me tenir compagnie aujourd'hui. Des fois, je m'aime dans mon organisation, tu vois. Vous vous souvenez de mon opération Choupi? Tout va bien. It's on point. Tout a été livré. Tout est prêt pour être en place dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, moi, je suis en vacances. Ah, je suis contente. Je suis rassurée. Tu sais, c'est la façon de partir en vacances. Chillos. C'est bon. Le truc est on the place. J'ai plus rien à faire, tu vois. Ah, à chaque fois que je filme ici, j'ai l'impression que c'est toujours le bordel. Alors que je vous dis toujours que moi je suis super ordrée, j'aime quand c'est propre, quand machin, quand tout est à sa place et tout. Et regarde dans quoi je travaille. Rien ne va. Rien ne va. Ah, pour certaines personnes, ils vont me dire ah mais ça c'est rien du tout, c'est pas rangé. Et puis pour d'autres comme moi, ils vont se dire genre mais ça va. T'es fou de travailler dans des conditions pareilles. Ça va pas ou quoi? Je vais ranger un peu. Voilà, et j'essaie, il y a la batterie qui clignote, qui dit hey, j'ai plus de batterie. Et il faut vraiment que je change ce trépied, il me saoule, il me saoule. Vous savez ce que c'est comme trépied? Je vais vous montrer. Tu sais, Gorilla truc là. Et c'est bien, hein, mais c'est pas très pratique parce que du coup, quand tu fais pas de l'acrobranche avec, bah c'est pas très utile. Voilà. Donc il m'en faudrait un autre. J'ai un très très grand, mais qui est pas pratique. Du coup, quand je veux faire du vlog, donc il faut que je change ça. Voilà. Non, on sait pas où ça a traîné, mais pas ça dans ta bouche, t'es fou quoi. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Tu sais, c'est 3 trucs et demi qui traînent, mais c'est tout de suite mieux quand ils sont rangés, hein. Forcément. Faut que je change mon fond d'écran aussi, on n'est plus en septembre. Voilà! Comme ça on est mieux, on est dans le thème. J'étais étonnée qu'elle fasse un violet pour ce mois-ci. Donc je vous avais déjà dit, c'est Erin Paper qui fait ça. Je vous laisserai si vous voulez vous inscrire à sa newsletter. C'est comme ça qu'elle envoie chaque mois un fond d'écran comme ce genre là avec un calendrier. Donc voilà, si ça vous branche d'en recevoir un par mois, c'est gratuit, il faut juste s'abonner à sa newsletter. Je voulais vous parler de plein de choses parce que je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai lues et dont je vous ai pas parlé parce que j'ai oublié que je les avais lues, parce que je ne les ai pas en format papier, je les ai lues en audio. Et ce qui fait que je les avais pas dans ma, tu vois, dans ma tête. Enfin je les avais dans ma tête mais pas en vrai que je pouvais dire ah si j'ai lu ça, il faut que je leur en parle. Tout va bien. Il y a un moment de ça déjà, j'ai écouté en audio Vampiria, qui est le premier tome de la trilogie, j'imagine qu'il n'y en aura que 3, vu que les 3 sont sortis, de Victor Dixon, qui est une uchronie sur la cour de Versailles, le roi Soleil, je vais dire le roi Arthur, pas du tout, sur le roi Soleil qui souhaite ne jamais mourir et qui va se faire transformer en vampire
durant son règne et qui 300 ans plus tard, et bien forcément règne toujours vu qu'il est immortel. Il y a tout un monde qui s'est créé et qui a évolué différemment du nôtre forcément 300 ans plus tard à cause de ça, à cause de cette monarchie qui n'est jamais tombée et qui a toujours lieu encore aujourd'hui. De notre côté, on va suivre une jeune roturière dont toute la famille a été tuée. Elle est la seule survivante. Elle décide de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, donc se fait passer pour quelqu'un de haute naissance pour pouvoir intégrer les écuries du roi, devenir éventuellement l'une de ses écuyères à travers toute une série d'épreuves qu'elle devrait remporter, etc. Sauf qu'évidemment, elle n'est pas la seule à vouloir devenir écuyère du roi. À chaque année, une fille et un garçon sont sélectionnés parmi les meilleurs pour devenir écuyer et écuyère du roi. Son but est forcément de devenir la meilleure. Pourquoi? Pour atteindre le roi, pour être la plus proche de lui et ainsi pouvoir le tuer, venger sa famille et renverser le règne des vampires sur le monde. Évidemment que ça ne va pas se passer comme prévu parce que plein de choses vont se mettre en travers de son chemin, notamment son identité, puis ses amours, puis ses amitiés, puis ses propres convictions à un moment donné. Entre la peste et le choléra, qu'est-ce que tu choisis, tu vois? Voilà. C'était pas mal du tout et c'était très bien lu. Encore une fois, je souligne, j'adore, j'apprécie énormément quand c'est très très bien lu. Parce que c'est très agréable d'écouter une histoire comme celle-ci quand elle est racontée comme elle l'était. La lectrice qui le lit le fait vraiment très bien, elle fait bien les voix, les intonations, on n'a aucune peine à reconnaître les différents personnages qui vont parler d'un moment ou un autre parce qu'elle leur a vraiment donné une personnalité juste à travers sa voix. Donc c'était hyper agréable, j'ai bien aimé l'histoire, écoutez, ma foi c'était assez original. Il y a des trucs un peu bâclés, un peu vite fait, un peu... Voilà, où on se dit ça aurait pu être un peu mieux fait, mieux réalisé, mieux expliqué. Il y a quelques facilités scénaristiques, évidemment, voilà, notamment vers la fin quand tout s'accélère. Tout à coup il y a des choses un peu... tu sais, qui arrivent comme ça, parce que bah, ça nous arrange bien que finalement ça arrive ou que ça se sache que maintenant. Mais, enfin... Voilà, dans la vraie vie, tu vois, quand tu imagines le truc, tu fais... C'est pas vraiment logique de dire ça maintenant à ce moment-là, mais bref... donc voilà, écoutez, très sympa. Ce qui est sûr c'est que je vais poursuivre. J'étais pas sûre, j'avais pris que le premier tome en papier et puis les 3 sont sortis en audio, donc je pense que je vais me faire les 3 en audio. Peut-être pas là tout de suite maintenant cette année, mais voilà, j'en ai d'autres. J'ai mon téléphone, il est plein de livres audio, donc il faut que je prenne le temps de les écouter quand même. En livre audio ensuite, j'ai commencé Circé. Ça fait un moment que je l'avais en pocket dans ma bibliothèque et que je l'avais toujours pas lu. En début d'année j'ai écouté Le Chant d'Achille aussi, toujours de Madeline Miller, donc la même autrice, qui est une autrice qui va prendre les mythologies grecques. Il me semble qu'elle n'a pas vraiment pris d'autres mythologies pour l'instant. Et elle va nous raconter la vie de ces personnages dans Le Chant d'Achille. Sans surprise, on va parler d'Achille et Patrocle, voilà. Elle va nous raconter la vie de ces personnages, mais avec un vocabulaire très contemporain, une façon de narrer l'histoire très contemporaine. Depuis 2-3 ans, voire même 4 peut-être maintenant, j'avais donc Circé dans ma pioche de lecture et bah, je peinais à le sortir parce que j'avais un peu peur d'être déçue. Beaucoup l'avaient encensé, c'est une lecture qui a été vraiment appréciée de beaucoup de gens. Donc forcément tu vois que la pression du livre elle est quand même là et je me dis oh, si moi j'aime pas, tu vois, parce que tu as le droit, hein, tu as le droit de pas aimer un livre que tout le monde a adoré, c'est pas grave. Et j'ai commencé Circé, très bien, franchement j'ai beaucoup aimé, en tout cas le début où voilà elle nous raconte vraiment toute son histoire de sa naissance, de sa vie avec ses frères et sœurs, avec ses parents, puis après sur les îles etc où il y a différents dieux et déesses, nymphes et ondines etc. Même jusqu'au moment où elle est confinée sur son île, où elle est recluse et qu'on lui interdit de quitter cette île. Tout ça était plutôt agréable. Maintenant j'avoue que je l'ai trouvé un peu longuet par moments. J'ai trouvé que des fois ça tirait en longueur pour pas grand chose, pour des détails, pour des choses. J'ai beaucoup aimé quand Ulysse arrive, forcément. Je trouve que les discussions qu'ils ont tous les deux sont vraiment super intéressantes. Leur relation est très belle d'ailleurs. Mais il y a pas mal de trucs autour qui m'ont un petit peu... lassée au bout d'un moment. Même si ça reste une bonne lecture, j'aurais aimé qu'elle le soit encore plus. Voilà, elle n'était finalement pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Je vais continuer sur cette lancée aussi dans les lectures un peu en demi-teinte avec le Nicolas Beuglet, L'archipel des oubliés, que bah, voilà, j'ai pris dès qu'il est sorti, là vous l'avez vu. Donc je l'ai terminé et j'ai pris un peu plus de temps que ce que je pensais pour le terminer pour bon, plusieurs raisons déjà. Alice a été malade, tout ça, donc du coup forcément quand t'es parent, il y a un moment donné quand ton enfant est pas bien ou qui tousse non-stop ou etc.
tu peux rien faire. Tu sais que tu peux rien faire pour l'aider parce que t'as déjà tout fait. Donc tu fais que attendre que ce que tu as fait agisse. Mais entre temps, tu peux pas non plus faire comme si, oh pouf, c'est bon, bah voilà, je vais la laisser tousser dans sa chambre et puis attendre que ça s'arrête et que ça fasse effet ce que je lui ai donné. T'es un peu dans cet état où j'étais posée sur le canapé, télé éteinte parce que j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose, parce que dès qu'elle tousse, j'ai mon cœur qui se serre, qui se crispe, qui s'assèche dans ma poitrine. Et pareil avec le livre quoi. Donc dès qu'elle avait une quinte de tout, bah, ça me faisait sortir de ma lecture, j'arrivais pas. Ce qui a fait que voilà, il a traîné un petit peu plus longtemps que ce que j'aurais voulu. Donc dans cet archipel des oubliés, sans vous spoiler ce qui s'est passé avant, parce que c'est très important, il y a deux personnages qui se rencontrent alors que techniquement ils ne sont jamais censés se rencontrer, ou toi en tout cas lecteur ou lectrice, tu te dis qu'il n'y a aucun intérêt qu'ils se rencontrent à part là visiblement. Donc comment essayer de te résumer ça sans tout trop révéler? En gros c'est la suite, il faut trouver qui est le passager sans visage, qui est un personnage, le grand méchant de l'histoire, qui doit être démasqué, qui doit être arrêté. Notre inspectrice Grace Campbell, qui est donc l'héroïne depuis 2 volumes sur cette histoire-là, a traversé les 2 phases du plan du passager sans visage, qui avait lieu dans le premier tome et dans le deuxième. Et c'était des phases sur des changements pour l'humanité qui étaient assez intéressantes, qui font un peu flipper forcément, qui font écho à beaucoup de trucs que que tu interpelles ou que tu vois dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc forcément que ça titille un petit peu, c'est hyper intéressant, etc. Donc dans ce 3e tome, on en est techniquement à la phase 3 du plan du grand méchant, que tu sais pas ce que c'est, donc forcément t'es un peu curieuse, tu vois. Et ça commence sur les chapeaux de roue. Comme souvent avec Nicolas Beuglet, il prend pas trop le temps, tu vois, il est pas dans la lenteur, lui, hein. Il est pas dans les thrillers où, tu sais, il faut bien poser une ambiance, des personnages, tout ça, tout ça. Ça commence en général assez rapidement, dès le 1er ou 2e chapitre, t'es déjà en plein cœur de l'enquête et de l'action. Et le début était vraiment pas mal. On se retrouve tout à coup dans un manoir perdu au milieu d'une forêt avec une femme qui vit là-bas toute seule. Pourquoi elle vit là-bas toute seule? Qu'est-ce qui s'est passé? Son mari, son fils, ils sont passés où? Il y a quand même une grosse intrigue par rapport à elle, par rapport à ça. Et, comme souvent, on part assez vite sur autre chose, ailleurs. On est transporté dans un autre pays, avec d'autres personnages, etc. Donc sans trop vous en révéler, j'ai trouvé de 1 que le plan du grand méchant était moyen crédible, quoi. En gros, j'ai pas été plus que ça impressionnée, tu vois. Je me suis pas retrouvée scotchée en genre oh waouh mon dieu c'est trop horrible, etc. De 2, j'ai trouvé que l'intrigue avançait beaucoup trop vite. Autant des fois je trouve que dans les thrillers et les enquêtes ça prend trop de temps et que au contraire les auteurs pourraient enlever certaines fioritures parce que on a compris que tu veux nous mettre dans l'ambiance, etc. Mais moi je veux surtout savoir qui, quoi, comment. Autant là, j'ai trouvé qu'il en faisait pas assez. 2-3, il y a une sorte de petite amourette qui commence à naître qui est complètement stupide, mais alors vraiment, vraiment stupide, qui tombe mais comme un cheveu sur la soupe, qui n'a rien à voir, qui est complètement illogique. Et c'était cool de pouvoir en parler directement avec ma mère le lendemain où je l'avais terminé parce qu'elle l'avait lu aussi quasiment en même temps que moi et elle a trouvé la même chose. Et peut-être, je dirais encore 4e point plutôt bof, j'ai l'impression que l'auteur oublie certaines de ses intrigues au cours de l'histoire pour ne se concentrer plus que sur la principale. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu nous balances des débuts de petits trucs au début qui, on a l'impression, ont une immense importance pour que finalement, à la fin, on les évoque très rapidement et elles sont balayées comme si de rien n'était, comme si finalement ce n'était pas plus important que ça. Et même la connexion entre ces petits trucs au début et le gros truc final à la fin, il n'avait pas beaucoup de sens. C'est dommage parce que finalement les petites intrigues qu'il met au début étaient limite plus intéressantes que la grosse phase finale qui est censée être le point culminant du bouquin, quoi. Donc ouais, je suis un peu déçue de cette fin, parce que si c'est vraiment la fin de cette trilogie là, vu que techniquement il fait par 3, j'ai pas trouvé que c'était aussi bien que le complot. Moi je reste vraiment sur le complot, ça a été mon préféré. Après je suis bien d'accord, un auteur peut pas à chaque fois faire un tome nickel à chaque fois, c'est pas possible, tu vois. Surtout que là l'auteur en 6 ans il a publié 6 bouquins. Pour moi à un moment donné, tu vois, je sais pas, les éditions XO, vous pourriez peut-être laisser un peu de temps à vos auteurs pour les laisser écrire, qu'ils prennent le temps peut-être aussi d'écrire, de se laisser un peu
tu vois. J'avais vraiment trouvé que Le Cri et Le Complot, qui sont donc les 2 premiers romans qu'il a pu publier chez XO, étaient beaucoup plus aboutis. Il y avait vraiment une enquête et une intrigue qui moi me faisait penser un peu à du Dan Brown quoi au début, tu vois. J'en ai pas lu beaucoup des Dan Brown hein, mais ça me faisait un peu penser, tu vois. C'était beaucoup plus fouillé, il y avait beaucoup plus de recherche, j'avais l'impression, c'était beaucoup plus mystérieux. Et à partir du 3e, que j'ai pas du tout aimé non plus, ça a été un peu moins bon. Tu sentais que, je sais pas si c'est moi qui me fais des idées, j'ai un peu cette sensation qu'il est pressé d'écrire ou qu'on le presse d'écrire. Après j'en sais rien, je raconte peut-être n'importe quoi, je le connais pas le bonhomme, tu vois, personnellement. Mais c'est la sensation que ça m'a faite en tout cas. C'est comme là, hier on a été voir, rien à voir mais quoique un peu. Peut-être pour ceux qui ont lu le Nicolas Beuglet et qui auront vu ce film, il y a des trucs ça va vous... tu vois. On a été voir hier soir avec ma mère Don't Worry Darling, le film tu sais qui a eu une pétée de presse, de bad buzz et de trucs du style. Et la bande annonce déjà elle m'avait waouh, t'sais, hypée de fou, j'étais là mon dieu ça a l'air tellement cool, tellement bien. L'histoire là avec cette nana qui vit dans un monde idyllique mais il y a plein de trucs bizarres qui commencent à se passer, elle perçoit des trucs qu'elle n'est pas censée percevoir. Bref, je vous laisse le lien de la bande annonce si vous ne l'avez pas vu par hasard. Donc on a été voir ça hier soir, hyper bien hein, enfin franchement on a adoré, tout a un aspect hyper dérangeant à un moment donné. Mais c'est juste que la toute fin, t'es un peu là genre... Et et j'aime comme j'aime pas ce genre de fin. Vous savez un peu ce genre de fin ouverte. T'es un peu genre... Mais ce que j'ai entendu, parce qu'il se passe juste un truc à la fin où tu entends quelque chose mais tu ne le vois pas. Et je dis mais c'est en lien avec... Ça se passe là ou là? C'est quoi le... Oh voilà, mais sinon tout le reste c'était génial. Mais c'est vrai que... Ah, t'es... Puis là aussi, il y a 2-3 détails, tu te dis mais... Ils sont passés où? Tu vois, enfin, il y a des trucs que on t'a donné dès le début, et pouf, tout à coup, ils sont complètement effacés par autre chose. Vous savez ce que j'ai vu aussi l'autre jour, que je voulais voir depuis un moment? Là, je me suis dit, avec la série Rings of Power qui est absolument partout, et qui est pas mal pour l'instant, mais... Je suis pas aussi contente de Rings of Power, donc la série issue du monde du Seigneur des Anneaux, que je suis contente de House of the Dragon, par exemple. Je sais, c'est chiant de mettre les deux en comparaison tout le temps, mais en même temps, elles sortent à une semaine d'intervalle chaque fois, quoi. Donc, tu ne peux quasiment pas t'empêcher de les comparer. Après, certes, elles ont rien à voir l'une avec l'autre, mais quand même, quoi. C'est des histoires de clans et de familles. Quand même un peu des petits points communs comme ça. Et quand une est absolument incroyable, comme House of the Dragon, et que l'autre... Et un tout petit peu en dessous, ça fait un peu chier, surtout que c'est le Seigneur des Anneaux, surtout que c'est quelque chose que on aime, tu vois. Mais à un moment donné, tu peux pas tout sauver par des beaux paysages et des jolis costumes. À la base, je voulais pas du tout vous parler de Rings of Power, pardon. Je voulais vous parler du film Tolkien avec Nicolas Hoult, c'est ça son nom? Bref, le mec de Skins, tu vois. Si t'es de la génération Skins UK comme moi, tu vois tout de suite de qui je veux parler. Je voulais voir ce film depuis un paquet de temps parce qu'il avait l'air incroyable et que j'aime bien les biopics et que j'aime bien les années dans lesquelles ça se passe. Mais j'avais un peu peur parce que j'avais lu des commentaires qui disaient que c'était un peu longuet, qu'on se faisait un peu chier, que c'était pas si intéressant que ça et autres. Alors, je ne sais pas ce à quoi s'attendaient les gens qui ont mis ça comme commentaire. Techniquement, si vous avez aimé ce genre de film, Le Cercle des Poètes Disparus, Le Club des Empereurs, ou School Ties, ou tu vois un peu toutes ces références de films un peu à la Dark Academia, encore j'y reviens, désolée. En même temps lui, alors je suis désolée mais il est en plein dedans quoi, voilà, dans le style. On rencontre le jeune Tolkien qui avec son jeune frère viennent d'être orphelins, ils viennent de perdre leur mère. Ils sont mis sous bonne grâce d'une femme qui prend soin d'orphelins à l'occasion, c'est un peu ses pupilles. Il y a une jeune fille aussi qui vit avec elle justement. Et il va entrer dans une école privée où il n'y a que des gamins de riches, évidemment. Au début, il va un peu se faire charrier par eux et finalement 3 d'entre eux vont devenir vraiment ses meilleurs amis. Et les 4 vont former une sorte de club parce qu'ils vont tout le temps prendre le thé au même endroit. Et ils vont former un club parce que c'est des amoureux du théâtre, des lettres, de la musique, de la poésie.
tu vois, qui partagent une passion commune. Leur but à tous, c'est d'entrer dans des grandes universités, de vivre de leur passion, de promouvoir leur art à travers les générations. Sauf que, toc toc toc, qui voilà, la Première Guerre mondiale. Et c'est notamment ces scènes-là entre, au moment où tu vois Tolkien sur le champ de bataille, dans les tranchées, que tu vois des images ou des sortes d'hallucinations, illusions de ces personnages, de ces mondes que tu retrouves ensuite dans La Terre du Milieu, le Silmarillion, le Seigneur des Anneaux, etc. Mais de base, c'est vrai que ce sera pas un film fantastique ni fantasy sur le mec qui a écrit le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est une histoire sur sa vie. Et, je vous le donne en mille, le mec ne vivait pas en Terre du Milieu. Voilà, il vivait en Angleterre, tout bonnement quoi. Mais c'était hyper beau, j'ai adoré. Franchement, c'était mes 2 heures qui sont passées, mais comme ça, j'ai rien vu passer. C'était tellement beau, je vais le garder dans, vous savez, un peu ce genre de liste que j'aime faire, évidemment. De films que j'aime revoir, clairement qu'il en fera partie. Clair. On est jeudi matin, je viens d'amener Alice à l'école. Quel plaisir de pouvoir me poser dehors, sur la terrasse. Il fait frais, mais juste ce qu'il faut. Tu sais, le moment parfait où tu sors quand même avec une couverture, ta tasse de thé bien fumante, bien chaude. Et juste là, je me pose. Je sais qu'il me reste quoi, peut-être 40 pages de ma lecture actuelle. Et là, je vais pouvoir les finir, juste avant de faire le live écriture tout à l'heure. Et c'est tellement bien, il y a les petites cloches des moutons là-bas qui ding ding dans l'air, c'est tellement cool. Bon, de temps en temps, il y a le voisin qui fait aller son moteur pour je ne sais quelle raison. Et j'adore profiter de ce genre de moment. Je l'avais déjà dit pendant un vlog estival où j'étais hyper reconnaissante de pouvoir profiter de ce genre de moment et de cet environnement aussi, parce que on vit dans un endroit hyper cool, hyper calme, où c'est agréable d'être dehors chez soi. Mais je crois que je pourrais le redire pour chaque saison. C'est tellement beau de voir gentiment la lumière du soleil arriver, dorée sur l'arbre. Puis de tout à coup, je sais pas, voir un petit oiseau qui vient se poser dans le jardin. J'ai une abeille encore qui m'a bourdonné autour de l'oreille juste avant. Et commencer ces journées comme ça, en étant posée, tranquille, ça n'a pas de prix. Bien, il est 9h10, plus ou moins. J'ai terminé ça. C'était vachement cool. Franchement, j'ai passé un super moment. Je trouve que le résumé est un peu... comment dire, n'est pas assez flatteur par rapport à l'histoire qu'on va lire. Je trouve qu'il en dit soit trop, soit pas ce qu'il faut. Si vous voulez, j'ai l'impression que le résumé nous fait aller dans une direction d'idées que pourrait avoir le roman. Et que finalement, c'est pas vraiment ça. Donc voilà, je trouve pas qu'il a été très bien... formulé, fait, enfin voilà, mais bon bref, c'est pas la fin du monde hein. Tu veux sortir? Ah oui, bah alors, au revoir. C'est pas comme si j'avais laissé ouvert depuis 30 minutes et puis qu'elle pouvait sortir hein, pendant tout ce temps, mais non, il faut attendre. J'ai trouvé que ça se lisait hyper bien, c'était très agréable, c'était pas trop mal traduit, franchement c'est pas... Il y a 1 ou 2 coquilles mais franchement voilà c'est passable quoi, enfin voilà c'est pas non plus la fin du monde, mais c'était l'histoire, je sais pas, oui, il y avait aussi vous savez des fois dans ces romans où quand je vois qu'il y a trop de dialogue ça me fait peur et quand je vois qu'il n'y en a pas assez ça me fait peur aussi. Là il y avait la bonne dose de tout, j'ai trouvé que c'était très bien dosé, l'histoire est assez simple mais finalement c'est ce qu'on en attend et c'est exactement ce que je voulais lire. Je trouvais que l'idée était hyper originale. Donc derrière la sororité Kappa sur un campus d'université se cachent en réalité les ailes d'ombre, un coven de sorcières. Chaque année les premières années d'université peuvent postuler dans la maison de sororité des Kappa, mais bien sûr uniquement les véritables sorcières peuvent être admises. Certaines savent qu'elles sont sorcières, d'autres ne le savent absolument pas, n'ont jamais eu connaissance de leur pouvoir, mais les sorcières des ailes d'ombre ont une sorte de sortilège qui leur permet de découvrir quelles sont les véritables sorcières et quelles sont les filles qui pourraient intégrer leur coven. On va rencontrer Scarlett qui est une 3e année à l'université et qui aspire à devenir la future présidente du coven l'année prochaine quand
sa propre présidente actuelle partira de l'université et qu'elle devra donc nommer une nouvelle présidente. Scarlett est issue d'une famille très puissante de sorcières. Sa mère et sa sœur ont elles-mêmes été présidentes du Coven. Et puis va arriver sur le campus une toute nouvelle, Viviane, qui elle ne sait pas qu'elle est sorcière, va un peu débarquer là-bas à cette soirée étudiante pour, voilà, pour faire la fête quoi en gros, et elle va découvrir qu'elle est sorcière. Plein d'autres choses vont se mettre en place, tout à coup il y a un peu des petites rivalités qui vont commencer, et c'est là où je trouve que le résumé nous induit un peu en erreur. Donc lorsque Viviane découvre ses pouvoirs, elle est bien décidée à se faire une place au sein du clan, n'en déplaise à l'intimidante Scarlet Winter, une sorcière de 3e année, sûre de sa puissance et de sa position. Et en gros, dans le résumé, on veut tout de suite te faire croire qu'elles sont rivales, qu'elles vont pas s'apprécier, qu'elles vont se détester même, ou tu sais, se tirer dans les pattes, etc. Alors que je trouve pas que c'est vraiment ce qui est mis en place. Bien sûr que Scarlett a un peu d'a priori sur Viviane. Il y a 2-3 petits trucs où tu sens qu'elles s'entendent pas. Mais c'est pas si flagrant que ça. Tu sens quand même que Scarlett, pour elle, le plus important, ça reste le Coven de sorcières. C'est sa maison, c'est ses sœurs, c'est ça qu'il faut protéger. Et si Viviane en fait partie parce que c'est une sorcière et qu'en plus elle est douée, bah elle doit la protéger aussi. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont très très bien représentées et bien mises en valeur, qui ne sont absolument pas abordées dans le résumé. Bon, on peut pas lui en vouloir, mais j'ai trouvé que c'était dommage de tout de suite vouloir aller dans cette direction de crépage de chignon et d'escalade à la course à la présidentielle ou à la sorcière la plus puissante que nous montre le résumé. Ça, je trouve que c'était un peu too much peut-être. Mais non, franchement, très très bonne surprise. Il y a des chouettes rebondissements. Tout à coup, tu vois venir un truc, tu dis « Ah, allez, vas-y, ça va être ça. » Et oui, quand c'est ça, finalement, les autrices, elles ont réussi à détourner le truc et à rendre la chose encore plus incroyable, encore plus impressionnante. Voilà, c'était bien dosé. Vraiment, j'ai trouvé très intéressant et j'ai passé un super bon moment. Bon, c'est pas tout ça, mais il est 9h15, il faut que j'aille gentiment préparer le live écriture. Donc j'arrête le vlog ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de magnifiques lectures et moi je vous dis à une toute prochaine, comme d'hab.